this semester. We heard everything was going to be online, both classes and then examinations. But so she made inquiries about all of that before she registered for all her courses. So she's doing political science as well. Bonjour chers collègues, bonjour chers étudiants. Nous avons le plaisir de commencer nos séminaires pour cette année académique par une communication par l'un de notre cher docteur Mutako, qui est notre sociolinguiste en résidence. Alors, cet après-midi, il va nous faire une communication sur le facteur déterminant les représentations et les choix linguistiques des familles. Regarde croisés de pays Ashanti et Ewe. Je pense que ce serait une discussion, une communication très intéressante et très passionnante. Et je vous invite à écouter attentivement et puis préparer vos questions pour le débat qui suivra la communication. Alors, Dr. Mutako, vous avez 30 minutes, 35 minutes et après le débat. Merci. OK, très bien. Merci beaucoup, Dr. Tchatchou, et merci aussi à Dr. Kaisa d'avoir organisé cette séance. C'est un plaisir pour moi, c'est un plaisir pour nous tous de nous retrouver ici. Et donc, je vais essayer de vous présenter quelques extraits des idées de ma thèse que je viens de soutenir et d'obtenir il n'y a pas très longtemps, l'année passée. Et donc, le thème, comme notre cher HOD vient de l'annoncer, c'est les facteurs, et ça va porter sur les facteurs déterminants, les représentations et les choix linguistiques des familles. Donc, je vais vous proposer un regard croisé d'une enquête menée en pays Ashanti, en territoire Ashanti et à Aplaou, donc entre Edissou et Aplaou. Comme vous voyez, j'ai trouvé une mascotte là qui a les yeux croisés, comme il s'agit de faire, de proposer un regard croisé sur ces deux communautés linguistiques qui sont assez opposées dans beaucoup de points de vue. Et donc, hier, je m'amusais comme ça. Je suis allé sur Internet pour voir quel était cet état de deuil croisé, les yeux qui sont croisés, qu'est-ce que ça veut dire? Et j'ai tapé Do cross-eyed people see straight? Et en 3,5 secondes, j'ai eu 140 millions de réponses de Google. Et donc, ça montre à quel point n'importe quoi quand on rentre dans Google peut apporter des réponses. On peut vraiment trouver beaucoup de choses sur Internet. Donc, c'est juste pour dire que la recherche est vraiment à notre portée. Alors, à cette réponse, bon, première réponse est no. They don't see straight. They actually lack depth of perception and may have decreased vision in one or both eyes. Ensuite, j'ai tapé une autre enquête, une autre requête qui n'a pas beaucoup de sens. J'ai dit, do Ashantis and Ewes see straight? Et cette fois-ci, j'ai eu 3 030 000 réponses en 0,53 secondes. Une fois de plus, juste pour vous montrer à quel point l'Internet est fécond, même quand on lui pose une question qui n'est pas bien posée. Mais en tout cas, la première réponse à cette deuxième requête était la suivante. All the peoples so far discussed came to some extent under Ashanti rule, directly or indirectly, with the ever-speaking people, etc. Donc, malgré ma question qui n'avait pas beaucoup de sens, je suis tombé sur une réponse qui a du sens pour notre travail, pour ma présentation d'aujourd'hui. Donc, j'ai suivi ce lien, ce lien-là qui m'a ramené dans l'histoire en disant, en 1869, donc, en réponse à un appel de la part des Akwamu, les Ashanti ont mis sur pied une armée et se sont attaqués au territoire Ewe. C'est-à-dire que dans la région du Volta, ils se sont attaqués aux tribus et aux ethnies Ewe.
Et donc, bon, il s'est enchaîné une série d'événements. Mais en tout cas, ce que j'apprends, ou ce qu'on peut apprendre de cette histoire, est le fait que les Ashantis ont, depuis très longtemps, été un peuple guerrier qui se sont attaqués, qui ont conquis, en tout cas, qui ont essayé de dominer les autres ethnies au Ghana, notamment dans le cas précis de cette histoire de guerre, donc notamment les Évés. Les Évés qui, eux, avaient migré depuis peut-être le Nigeria en passant par le Bénin et le Togo pour venir s'installer dans le sud-est du Ghana. Et ils ont de tout temps été confrontés donc aux Ashantis. Aujourd'hui, nous savons que ces deux ethnies ne s'entendent pas très bien. Et cet état des choses m'a toujours intrigué. En tout cas, ceci a peut-être motivé mon choix de terrain d'étude, c'est-à-dire que pour ma thèse, j'ai fait mon enquête sur les différences un petit peu entre les attitudes des Ashantis situés dans la ville de Ejisu et les attitudes des familles Evé situées donc à Aplaou, près de la frontière du Togo. Je voulais savoir qu'est-ce qui pouvait donc différencier et expliquer les différences entre ces deux ethnies, ces deux peuples, ces deux communautés linguistiques qui semblent s'opposer sur beaucoup de points de vue, à beaucoup de points de vue. Donc voilà un petit peu un tour dans le passé qui vient expliquer mon travail très actualisé sur les familles à l'heure actuelle. Alors donc, je ne vais pas passer beaucoup de temps, mais quand même comme la forme l'exige, je vais vous présenter rapidement le cadre théorique et la méthodologie que j'ai suivi dans ma thèse avant de revenir sur les extraits que j'ai utilisés pour le travail d'aujourd'hui. Donc, je vais changer de slide rapidement et passer donc à un instant. Voilà. Alors, juste un instant, je cherche un autre slide. Voilà, c'est ça. Donc, il s'agit maintenant de PowerPoint. OK, voilà, je vais changer les slides. Voilà. Donc, le domaine de recherche, bien sûr, par rapport à la thèse même, c'est une étude sociolinguistique, etc. La problématique portait sur la politique linguistique du Ghana pour le français langue étrangère, mais dans l'optique de son articulation avec les autres langues en contact ou en présence sur le terrain et dans les écoles ghanéennes. Donc, bien sûr, quelle politique pour le français, mais aussi quel lien avec la politique pour l'anglais et la politique pour les langues locales. Donc, c'est un travail qui porte sur 3 types de langues, les langues maternelles, la langue officielle du Ghana et puis la langue étrangère, voilà, choyée par les Ghanéens, apparemment, et donc, etc. Donc, les questions de recherche portaient sur les représentations linguistiques des familles. C'est celui-là, c'est cette question que je vais aborder aujourd'hui. Qu'est-ce qui explique la divergence, les différences entre les représentations des Ashantis, des Djissou et des Evé d'Aplaou. En tout cas, par rapport aux répondants que j'ai rencontrés et avec qui j'ai discuté dans mon enquête. Donc, rapidement, il y a une justification, c'est-à-dire c'est notamment cette manque de clarté, cette approche un peu unitaire de politique linguistique que je voulais un peu interroger. Est-ce que nécessaire de proposer juste une one size fits all politique linguistique
qui n'est d'ailleurs pas bien mis en place, qui ne tient pas compte des réalités du terrain, ou bien est-ce qu'il faut aller sur le terrain, interroger les familles, savoir ce qu'ils veulent, se demander si toutes les familles, toutes les communautés linguistiques veulent la même chose, etc. C'est ça un petit peu la justification de mon travail. L'objectif, c'est déterminer et comprendre les représentations donc, des familles, etc. Donc, cadre conceptuel rapidement, c'est sociolinguistique, il s'agit de planification et d'aménagement des langues, et bien sûr, ça touche à tout ce qui est multilinguisme et éducation. Donc, la question, c'est bon, quand on va à l'école, on sait quelle est l'importance de la langue pour l'éducation des enfants, qu'est-ce que font les familles, etc. J'ai fait beaucoup de références à Blanchet pour tout ce qui est linguistique de terrain. J'ai fait beaucoup de références à Calvet pour la planification, les idées sur le bilinguisme, etc. Cummings, Post également sur le multilinguisme, éducation et langue. Et donc, etc. Spolsky, bien sûr, Krashen pour tout ce qui est apprentissage, Moscovici pour les représentations et les théories de la psychologie sociale qui ont été très importants pour ce travail. Prévu de la littérature, je ne vais pas traîner là-dessus. On pourra regarder ces choses-là par la suite. Donc, pour aller un peu plus vite, je vais sortir de ce slide pour en prendre un autre. Voilà, je pense que voilà, ça c'est bon. Donc, pour vous présenter, voilà, je voulais vous présenter aussi la méthodologie. La méthodologie est une enquête de terrain, ce que Blanchet appelle une recherche de la complexité. Ça veut dire simplement que l'objet d'étude, quelle qu'elle soit, doit être pris dans son contexte. Il faut une contextualisation. Il faut savoir que je ne peux pas comme ça dire, bon, je vais travailler sur le français et puis je vais dans les écoles peut-être, j'ai choisi une classe et puis je me plonge entre les élèves, je leur pose des questions et puis j'en sors en disant, voilà ce que j'ai appris sur le français. Pour Blanchet, il faut aborder les sujets du point de vue d'une certaine complexité, c'est-à-dire que les choses se trouvent dans un contexte. Donc, il faut contextualiser l'objet d'étude, voir ce qu'il y a dans l'environnement, qu'est-ce qui est peut-être, il y a des facteurs sociaux, éducatifs, sociopolitiques, il y a même l'histoire, il y a beaucoup de facteurs qui vont impacter, qui vont avoir un impact sur les personnes en face. Il ne faut pas oublier que nous sommes en train de traiter avec des êtres humains. Et l'être humain n'est pas un objet facile à cerner, d'où donc cette notion de complexité. J'ai abordé les questions de deux points de vue, qualitative et quantitative. Donc, c'est une étude mixte, tout en sachant que j'ai vraiment mis l'accent sur l'aspect qualitatif. L'aspect qualitatif avec donc une petite virée dans la recherche ou dans l'enquête quantitative, juste en quelque sorte, comme dit Blanchet, pour valider, pour donner certaines validations à certains éléments de l'enquête qualitative. Donc, voici pour la méthodologie, voici pour le cadre théorique. Alors, donc, pour m'approcher un peu plus du sujet d'aujourd'hui, l'aspect que je vais aborder aujourd'hui, Spolsky, donc 2004, décrit 4 facteurs externes donc, qui peuvent influencer les politiques linguistiques familiales. Donc, d'abord, Spolsky nous encourage à considérer la famille comme un élément, un domaine important où peut s'opérer la mise en place des politiques linguistiques. On ne doit pas penser que la politique linguistique est limitée au gouvernement, au GIS, MOI, etc., les systèmes scolaires. La famille on peut considérer que les familles ont des politiques linguistiques, ne serait-ce que informelles. En tout cas, l'importance des familles pour l'éducation des enfants, pour les choix et pour la réussite des programmes à l'école peut nous motiver, peut nous justifier dans notre démarche d'investigation de leur point de vue et dans notre appel à ce que les familles soient impliquées, impliquées dans les décisions et les démarches en faveur de tel ou tel programme, telle ou telle politique, etc. Donc, Spolsky nous dit qu'il y a 4 facteurs qui peuvent influencer. Il y a des facteurs internes, bien sûr, on verra plus tard, qui peuvent influencer les familles.
mais il y a également des facteurs externes, des macro-facteurs. Il y a les facteurs sociopolitiques, il y a les facteurs économiques, culturels et puis sociaux, voilà, tout simple. Alors, je vais un petit peu explorer ces facteurs-là. Je ne vais pas les élucider maintenant. Je vais les explorer en partant dans le concret par rapport aux deux communautés linguistiques. Mais il faut simplement dire que ces facteurs appartenant à un cadre plus macro et large, ont un impact sur les politiques linguistiques familiales et participent dans une certaine mesure, aux prises de décisions sur les langues en famille. Donc, voilà, en famille, mais aussi, c'est ce que je veux vraiment montrer par rapport à l'ensemble des familles qui appartiennent à une communauté linguistique. Alors, voilà. Donc, pour dire que si on prend par exemple des facteurs culturels, je vais mettre sous le chapeau des facteurs culturels tout ce qu'on peut appeler socio-religieux, c'est-à-dire que les valeurs spirituelles des familles et des communautés. Pour les deux communautés linguistiques que j'ai étudiées, il y a des valeurs qui sont communes à ces deux, c'est-à-dire que les Ewe, comme les Ashanti à Aplaou et comme à Edjissou, croient en Dieu et mettent vraiment la religion en première place dans leur vie. Et à partir de là, une des choses les plus importantes pour ces familles est la réussite dans la vie. Ils disent, bon, la chose la plus importante, c'est réussir dans la vie. C'est en fait un don que Dieu nous donne. Ça vient de Dieu. Si on réussit dans la vie, c'est la bénédiction de Dieu. Si on échoue, peut-être qu'on est maudit, peut-être par les sorciers ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas, Dieu, la religion et la réussite sont en première place dans le cœur et dans l'esprit et des Ashanti et des Ewe que j'ai rencontrés sur le terrain. Ça, c'est très important. Et c'est ça qui va maintenant déterminer beaucoup d'aspects de leur représentation des choses, de leur vision du monde et de leur comportement, de leurs choix, etc. Quand on étudie peut-être les mêmes thèmes, peut-être en France, je ne crois pas qu'on va tomber sur cette notion de Dieu, la religion, etc. Peut-être la réussite, mais etc. Mais en tout cas, voilà, pour ne pas divaguer, juste pour dire que c'est important d'un point de vue africain de noter que ces valeurs proviennent de la religion, de la croyance en Dieu, et notamment la réussite est mise en tête. Deuxième élément important, ce sont les domaines culturels mis en place par les familles et auxquels ils donnent de l'importance. Donc là, il y a une différence. À Edjissou, les familles ont indiqué que la chose la plus importante, le domaine de la vie le plus important pour eux, c'est la famille et la culture, suivi par l'éducation, on s'entend l'éducation moderne, aller à l'école, apprendre l'anglais, etc. Et finalement, le travail. Bien sûr, on considère que peut-être l'éducation va aussi aider à obtenir un travail. Mais en tout cas, la famille en première place, la famille, la culture, et puis suivi de l'éducation. Par contre, à Aplaou, selon mon enquête, les familles privilégient l'éducation moderne, aller à l'école, apprendre l'anglais, apprendre le français. Pour eux, c'est le domaine le plus important, suivi de près, oui, mais quand même suivi par la famille et la culture. Et puis, comme les Ashanti aussi, le travail est important. Mais chez les Ewe, les voyages viennent aussi assez, voilà, rapidement. Il faut noter rapidement que à Edjissou, les familles Ashanti semblent ne pas vouloir beaucoup voyager. Ils disent, mais pourquoi on va voyager? On va voyager vraiment si rien ne marche ici. Alors que pour les gens de la Plaou, les voyages est vraiment quelque chose à l'ordre du jour, quoi. Et puis donc, quand on les interroge sur l'importance de parler plusieurs langues, bon, les deux ethnies sont plus ou moins d'accord, mais il y a quand même toujours une petite différence. C'est-à-dire que à Edjissou, oui, il faut parler plusieurs langues, mais en premier, l'anglais et la langue locale, l'Ashanti, sont au coude à coude.
ces deux langues sont très importantes. Il faut les apprendre, il faut les utiliser, suivi par le FLE, suivi par le français. Par contre, chez les EV à Raoult, l'anglais vient en premier. L'anglais est vraiment important pour eux, suivi étonnamment par le français, avant même la langue maternelle, la langue EV. Nous savons tous que les EV aiment leur culture, aiment leur langue, mais vraiment, j'ai été quand même étonné par voilà, positionnement, ce positionnement voilà, d'élever après l'anglais et le français. Contrairement à ce que font les Ashanti à Idjissou. Donc, du coup, en fait, cette différenciation, cette diversité entre les points de vue Ashanti et EV est quelque chose qui m'interroge. Et donc, j'ai dit, bon, qu'est-ce qui peut expliquer ces différences entre les deux communautés linguistiques? Donc, selon mes lectures surtout, selon aussi une profonde réflexion que j'ai menée, chez les répondants d'Idjissou, on décèle des attitudes déterminées par une certaine fierté dans la gloire historique et la fédération des peuples akans autour du tabouret d'or. Les Ashanti se voient comme un grand peuple fédéré par les tabourets d'or qui ont eu une histoire glorieuse, qui ont battu les Anglais par 4 ou 5 fois, qui ont résisté à la colonisation, qui ont, etc., même qui ont capturé leurs voisins pour les vendre en esclavage. En tout cas, il y a ce côté historique qui leur donne un certain persona, un persona collectif, un persona culturel qui continue quelque part à influencer leur façon de penser aujourd'hui. Il y a également la puissance militaire et économique des Ashanti qui leur donne encore cette position un peu dominante, un peu, j'allais même dire, agressif qu'ils peuvent avoir à l'égard des autres. J'ai lu un texte où vraiment on disait que les Ashanti sont un peuple agressif. Bon, ce n'est pas un thème très joli, mais en tout cas, quelque part, ça peut montrer que, comme on a vu dans la page d'histoire que j'ai proposée en début de cette présentation, les Ashanti partent à la guerre. Ils vont conquérir d'autres tribus, ne serait-ce que pour les vendre dans l'esclavage. Mais de plus, à côté de cette puissance militaire, il y a les forêts, l'agriculture et les mines d'or qui font que c'est un peuple riche, c'est un peuple voilà, puissant. Toutes les autres ethnies viennent en pays Ashanti pour travailler, comme voilà, main-d'œuvre, etc. Donc, du coup, les Ashanti vont se trouver en position d'employeur, en position de boss, en position de, voilà. Et donc, du coup, leur langue et leur culture deviennent dominantes. C'est pourquoi la langue Akan, la langue Ashanti, est devenue le lingua franca du Ghana. Et partout où on va, cette langue est parlée et voilà, à cette position dominante. Donc, déjà, on voit quelle est l'importance du facteur historique, du facteur socio-économique et aussi sociopolitique dans la configuration des choses qui permettent aux Ashanti de prendre une position dominante et pour leur langue, effectivement, donc de devenir une langue puissante. Du coup, cette position va donner certaines attitudes aux Ashanti. Ça va expliquer leur attitude de supériorité liée à la langue et à la culture, va être liée au fait que les Ashanti, en tout cas pour mes répondants, je généralise un peu, mais par rapport à mes répondants, il y a un sentiment de rejet et de refus des autres langues. Ils disent, on parle Ashanti ici. Quand je suis allé dans les villages, les gens me disaient, on parle Ashanti, on n'a même pas besoin de l'anglais en fait, mais c'est parce qu'on va à l'école et qu'au Ghana, on est obligé de parler anglais qu'on apprend cette langue. Mais sinon, les Ashanti voudraient même que le Twi soit utilisé à l'école et soit mis sur un pied d'égalité avec l'anglais. Quant au français, dans les villages à côté de Djissou, elle est carrément rejetée. On dit, mais le français, pourquoi faire? Quand les profs de français les enseignants disent aux parents d'acheter des livres en français, ils disent, acheter un livre en français, mais non, où est-ce que le français va amener mon enfant? C'est pas la peine, je ne vais pas acheter. Donc, il y a ce rejet un peu de l'anglais, mais ils sont obligés quand même d'apprendre.
mais quant au français, etc. Domination donc des autres langues et cultures, comme je le disais, sentiment de puissance, mais aussi fait accompli. La langue Ashanti est la plus au pays et donc elle a cette position dominante. Quand on va chez les Évé, les choses s'inversent un peu, ou même beaucoup. Chez les répondants d'Aflao, on décèle des attitudes déterminées par une certaine faiblesse économique. Les Évé habitent un territoire qui n'est pas aussi riche que chez les Ashanti. Il y a beaucoup de sable. À Flao et à Lomé, c'est le sable. Il n'y a rien qui pousse vraiment là-bas. La mer peut être source de nourriture des poissons, mais encore faut-il que les bateaux des Chinois laissent les poissons tranquilles. Donc, vraiment, les Évé, on peut dire qu'ils sont dans une situation de faiblesse économique. Et ce que j'appelle du pacifisme, pour ne pas dire quelque chose de négatif, j'estime que, contrairement aux Ashanti qui sont guerriers, qui sont puissants, qui sont conquéreurs, les Évé sont plutôt calmes, humbles, et qui même fuient. Ils fuient parfois le conflit. On sait que l'histoire Évé consiste à quitter le territoire du roi Agokoli qui les opprimait. Au lieu de se battre peut-être, ils ont plutôt décidé de quitter, de fuir, entre guillemets, si on veut être un peu méchant. Et face à leur situation actuelle où vraiment la frontière divise les Évé du Ghana des Évé du Togo, les Évé se sentent encore plus affaiblis parce que face aux autres ethnies au Ghana, l'Évé au Ghana n'a pas vraiment droit de citer. Il y a cette histoire d'insécurité linguistique voilà, qui a fait couler beaucoup d'encre, notamment chez Dr. Agbeflik, qu'on connaît, mais aussi chez d'autres théoriciens, d'autres chercheurs. Donc, insécurité linguistique et culturelle chez les Évé, ils se sentent dominés et leur langue est en situation de minorisation, non seulement par le besoin impérieux d'apprendre l'anglais, mais également par l'action étouffante de l'Ashanti. Du coup, quand on va en pays Évé, les gens ne veulent pas entendre vraiment parler on ne veut pas entendre parler Ashanti, alors que cette langue envahit quand même un peu tout le monde. Par conséquent, chez les Évé, il y a une attirance vers les langues fortes, l'anglais et le français. Le salut pour les Évé, sur le plan linguistique et culturel, va passer par l'anglais et par rapport au voyage, va passer par le français. Un besoin d'éducation moderne pour trouver des emplois dans les bureaux du gouvernement du Ghana ou bien voyager pour survivre. Donc, la pauvreté fait que les Évé sont poussés vers, en tout cas, sentent un besoin vital d'éducation et du coup, d'apprentissage de l'anglais, puisque l'anglais est vraiment le vecteur, la langue vecteur de la réussite et de la promotion socio-économique et professionnelle, mais également pour les Français qui, surtout pour ceux qui sont proches de la frontière, permet d'aller de l'autre côté, permet d'aller peut-être même plus loin, jusqu'en France, etc., d'où viendrait le salut. Ils ont besoin de l'anglais non seulement pour la promotion socio-économique, comme je disais, mais également pour l'intégration nationale. Il me semble que les Évé ne peuvent pas discuter ou s'intégrer au Ghana avec cette langue-là. Il faut parler anglais ou parler Twi. Mais comme je disais, à cause des conflits du passé, à cause de cette rivalité ou cette peur qui a toujours existé, cette animosité qui a toujours existé entre les deux communautés linguistiques, les Évé refusent de parler Twi. Mon père, par exemple, n'a jamais voulu parler Twi. Moi, je suis né presque à Kumasi. Pendant toute sa vie à Kumasi, mon père ne parle pas Twi. C'est quelqu'un qui parle Twi en massacrant chaque syllabe pour vraiment montrer qu'il n'a pas Twi, il ne peut pas parler cette langue-là. C'est ce qu'on appelle l'irrédentisme linguistique, je crois. En tout cas, on voit aussi chez les Évé un désir de scission. Un désir de scission, on l'a entendu récemment dans les nouvelles ghanéennes, qu'il y aurait du côté de Ro quelqu'un qui veut couper le Ghana en deux, en tout cas repartir vers le Togo, ou bien en tout cas créer une enclave Évé, etc. Donc voici les conséquences du passé, voici les conséquences de la situation socio-économique, etc. Et l'impact sur donc, ces deux ethnies-là. Les Évé sont en insécurité linguistique et voilà, etc. Pour aller un peu plus vite,
La même chose est schématisée ici, facteur explicatif. En bas, on voit que la motivation spirituelle est vraiment une représentation sociale commun à tous les deux ethnies, croyances, valeurs. Ensuite, histoire et économie vont apporter certaines différences. Et aujourd'hui, valeurs socioculturelles, représentations vont être déterminées également par certains éléments de ce passé et de ces valeurs. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer les différences entre les familles de chaque communauté linguistique? Ce qu'on vient de voir différencie donc les EV des Ashanti. Mais quand on reste chez les Ashanti seuls ou reste chez les EV seuls, on va voir qu'il y a quand même une différence entre les attitudes et les choix que font les familles. Et notamment, j'ai constaté que c'est une question de niveau socio-éducatif et professionnel. J'avais 3 types de niveaux dans mon enquête, des familles de niveau 0, des familles de niveau 1 et des familles de niveau 2. Et comme nous verrons tout de suite, ces familles suivent un cheminement légèrement différent qui est lié à leur niveau éducatif et aussi à leur niveau socio-économique ou socio-professionnel. Alors, donc, ce grand tableau un petit peu montre comment les familles se comportent. Les FNO à gauche, nous voyons FNO, FN1, FN2. Donc, c'est le niveau socio-éducatif, comme je vous l'ai déjà dit. Et quand on passe à droite du tableau, attitude envers les langues, on voit par exemple que les FNO disons à Edjissou, c'est plus flagrant à Edjissou, ont une valeur de 3 pour le L1, pour leur langue maternelle, mais ils ont une valeur attitudinale de 0 à 1 pour l'anglais et carrément de 0 pour le FLE. D'accord? Mais par contre, ça c'est pour les FNO, ceux qui ne sont pas très éduqués, qui sont dans les villages. Quand on prend les mêmes personnes des dessous, les FN1 qui sont un peu plus éduqués donnent une valeur un peu pareille à la langue maternelle, mais un peu moins que ceux qui sont dans les villages, c'est-à-dire 2 à 3 pour la langue maternelle, 1 pour l'anglais par rapport aux FNO qui donnent 0, qui ont une position de 0 à 1 pour l'anglais. Ceux qui sont un peu plus éduqués donnent quand même une position de 1, une valeur de 1 à l'anglais et une valeur de 1 au français. Et quand on descend en bas du tableau, nous voyons que ceux qui sont très éduqués, avec un niveau socio-professionnel très élevé, sont encore plus différents des autres. Les Ashanti qui sont FNO, les Ashanti qui sont FNO, donc, donnent une valeur de 2 à 3 à la langue maternelle, une valeur de 2 à 3 à l'anglais et une valeur de 2 environ au français. Donc, c'est-à-dire que ces gens-là considèrent toujours la langue maternelle comme importante, mais donnent beaucoup plus d'importance à l'anglais et à la langue maternelle, contrairement à ceux qui ne sont pas éduqués, les FN0, qui donnent beaucoup d'importance à la langue maternelle, mais très peu d'importance aux langues anglais et françaises. Pour les EV, la situation change légèrement, mais quand même, on voit que les niveaux d'éducation modifient légèrement leurs attitudes face à ces 3 groupes de langues. Mais c'est vraiment clair, c'est vraiment flagrant chez les Ashanti, où les FNO affectionnent particulièrement leur langue maternelle et sont désaffections avec le français et l'anglais, alors que les Ashanti bien éduqués, toujours ont cette affection pour la langue maternelle, mais donnent beaucoup plus d'importance au français et à l'anglais. Et donc, oui. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez résumer dans 5 minutes si on a déjà dépassé l'heure pour pouvoir avoir la... D'accord. OK, très bien. OK, donc juste pour dire que les familles ont un positionnement différent selon leur niveau d'éducation. Donc, c'est la même chose que j'essaie de schématiser sur ce tableau, où on voit que sur la gauche, par rapport à l'arbre, les FNO
des deux familles sont plus bas que les FNA des deux communautés et qui sont aussi plus bas que les FN2 des deux communautés. Ceci dépend, comme on voit à droite, de comment ces familles sont positionnées dans leur éducation, dans leur... voilà. OK. Donc, voilà, très bien. Donc, je peux aller un peu plus vite. En fait c'est ça. Ça, c'est le... Donc, juste pour conclure, pour dire que si on regarde ce dernier tableau, la conclusion est que vraiment, les communautés linguistiques diffèrent entre eux par rapport à leur représentation qui viennent d'une part, enfin, pas de leurs croyances, les croyances sont communes, mais qui viennent du parcours historique et de l'environnement ou bien de la situation socio-économique des communautés. Les Ashantis qui sont riches et puissants sont bien attachés à leur langue et à leur culture, rejettent les autres langues et cultures et ont une tendance à imposer leur culture et langue sur les autres. Les Ewe, qui ont les mêmes valeurs spirituelles que les Ashantis, qui tendent aussi à la réussite, sont par contre en position de faiblesse, économiquement, mais aussi culturellement, sont en insécurité linguistique et tendent maintenant donc à négliger leur langue et à tendre vers l'apprentissage de l'anglais et du français, qui serait vecteur donc et d'intégration nationale au Ghana et de promotion socio-économique et aussi le français surtout, mais aussi l'anglais bien sûr, comme vecteur de possibilité de voyager. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Peut-être avec des questions, on pourra revenir sur certains points. Merci de votre attention et voilà, je vais m'arrêter ici. D'accord. Merci beaucoup, Doc. Il est très passionnant, surtout pour moi parce que je suis levée. Je vais laisser la parole à ceux qui ont des questions. S'il vous plaît, levez la main si vous voulez intervenir ou si vous avez une question. On n'a pas beaucoup de temps, donc il vaut mieux poser votre question maintenant. Sinon, vous n'aurez pas l'occasion de la poser. Alors, la parole est à vous. Y a-t-il quelqu'un qui aimerait intervenir? Y compris les étudiants. Hein? Il n'y a personne? Oui, Ali Matou. Et après Ali Matou, Dr. Kaiser. Ali Matou, allez-y. Ok, merci, docteur. Je voudrais féliciter Dr. Mauchi pour son travail. Ma question, c'est celle-ci. Je voudrais savoir si pendant sa recherche, parmi le peuple Edjissou, il parlait de la supériorité. Je voudrais savoir si cette supériorité ou bien cette tendance vers leur langue, est-ce que aujourd'hui, le Ghana moderne d'aujourd'hui, où tout le monde veut être éduqué, est-ce que ces peuples ont tendance est-ce qu'ils aiment l'éducation ou bien parce qu'ils ont cette supériorité et ils ne veulent pas apprendre aucune langue à part leur langue? Est-ce que c'est quelque chose qui les décourage à aller à l'école? Ou bien ils ont cette envie d'être éduqués? Ou bien cette envie n'est pas là? Je ne sais pas si ma question est claire. OK, merci. Ouais. OK, donc avec la permission de notre président de séance. Oui, effectivement, comme je disais, j'ai interrogé 3 niveaux de famille, ceux qui sont dans les villages, un peu loin de la ville, ceux qui sont en ville, mais ils ont un niveau moyen, et puis ceux qui sont plus éduqués, comme les médecins, un cadre de banque, etc. Et effectivement, quand on va dans les villages, on voit qu'il y a cet désintérêt pour l'éducation. Mais au Ghana, on sait bien aussi que l'éducation est obligatoire. Donc, ce n'est pas bien visible. Mais ce qui se passe, c'est que dès que les enfants terminent le niveau collège, JHS, ils quittent l'école. Et c'est étonnant.
dès que c'est les enfants des FNO et des FN1 aussi, souvent, après JHS, ils quittent l'école. Et surtout, dans le cas des filles, je suis allé au Social Welfare Department et les gens là-bas se plaignaient. Des filles, dès le BECE terminé, elles commencent à porter des jeans bien serrés, elles commencent à sortir avec des hommes et elles commencent à tomber enceintes. Donc l'intérêt pour l'école n'est pas vraiment là. Elles y vont peut-être parce qu'il y a, cette obligation. Par contre, il y a certaines familles qui habitent en ville et puis qui sont plus proches du système moderne, j'allais dire, ou qui ne veulent pas travailler dans les champs, faire de l'agriculture ou faire des petits travaux. Donc, eux s'intéressent à l'école, eux veulent apprendre plus de langues, eux veulent voyager. Il y a vraiment cette distinction nette entre, voilà, ces deux niveaux sociaux professionnels. Voilà. Merci, Dr. Noutako. Maintenant, on passe à l'intervention du Dr. Kaiser. Oui, Dr. Noutako, merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Oui, j'ai seulement quelques questions. Vous avez parlé de facteurs culturels et vous avez évoqué la valeur culturelle, la valeur, la religion, mais vous l'avez classifié comme facteur externe. Ne pensez-vous pas que cela, c'est plutôt des facteurs internes par rapport à l'individu? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, vous avez évoqué le niveau d'éducation pour les familles. Ouais, je ne sais pas comment est-ce que la sélection, le choix de le choix a été fait, mais je ne sais pas, il y a des familles constituées soit le monsieur est très élevé en éducation, mais à un niveau très élevé par rapport à sa femme, je ne sais pas, il y a des familles où les deux ont des niveaux très élevés. Il y a des familles aussi où les deux ont des niveaux, je ne sais pas. Comment est-ce que vous avez pu déterminer ces facteurs? Et vous parlez de l'insécurité. Vous parlez de l'insécurité linguistique chez la population d'Aplaou. Et comment est-ce que je ne sais pas, vous n'avez pas encore parlé de ça, mais est-ce que vous préconisez quelques solutions par rapport pour éviter, éviter cette question, ou bien pour éviter l'insécurité linguistique qui envisage cette population? Merci. Ok. Voilà, merci beaucoup à Dr. Kaiser pour ces questions difficiles, mais bien pertinentes. Donc, la première question porte sur comment j'ai caractérisé la religion comme une valeur externe. Je veux dire par là que c'est une valeur externe à la famille, dans la mesure où le peuple, les gens vont se dire, bon, les Ghanéens surtout, je crois qu'il y a un aspect culturel, il y a un aspect collectif à notre appartenance à l'Église ou à la chrétienté. Nous disons, bon, les Ghanéens sont chrétiens, bien sûr, il y a des musulmans aussi, mais j'ai fait référence à cet aspect-là. Surtout, j'ai fait référence au fait que même si la religion peut être un fait individuel, même si la religion peut être un fait familial, il y a quand même un côté social à cette appartenance. Il y a des représentations sociales, les représentations sociales que tous les chrétiens au Ghana auraient en commun, partageraient en commun. Donc, quand j'ai posé la question à plusieurs familles, ils ont tous dit, premièrement, Dieu, deuxièmement, la réussite. Donc, surtout, le fait que toutes ces familles croient en une chose, en un tronc commun dans leur représentation ou dans leur croyance, c'est ça qui me fait dire que c'est un facteur externe. Bien sûr, si on va en profondeur, même dans la même famille, on va avoir tel individu peut-être qui est catholique, l'autre qui est presbytérien, etc. Mais je veux dire par là qu'il y a le côté représentation sociale partagée par tout un peuple, toute une communauté de gens.
Voilà. Ça, c'est pourquoi j'ai dit ça. Ensuite, la deuxième question, j'ai déjà oublié la question, Kaïsa. Rapidement, c'était... le niveau d'éducation pour les familles. Voilà, des familles. Voilà. Donc, j'ai essayé de cibler des familles un peu de même niveau social, mais c'est vrai que la famille est classifiée surtout par rapport au père, au niveau socio-éducatif et professionnel du père. Et il faut dire quand même qu'il n'y avait pas grande différence entre les couples, dans les familles sur lesquelles je suis tombé. Par exemple, à Plaou, dans la famille FNE, dans une des familles FNE que j'avais, le monsieur est médecin et il travaille dans le même hôpital où sa femme est comptable, directrice financière de l'hôpital. Donc, les deux sont cadres, les deux sont à ce niveau-là. Je suis allé, par exemple, si je prends une autre famille à Plaou, cette famille, le monsieur est quand même, il travaille au GES, au bureau de GES, et sa femme est commerçante. Donc, il y a quand même un peu d'écart entre les deux, mais j'ai quand même classifié cette famille comme FN1 en tenant compte du niveau du père. Donc, vous avez un peu raison, mais quand même, j'ai expliqué dans ma thèse que le choix, la classification était plus par rapport au père. Compte tenu de la prépondérance de la voix des hommes, des pères dans les familles, et aussi au fait que, bon, si le père est, entre guillemets, bien éduqué, la famille va suivre un peu plus. Si le père est un peu riche, la famille va avoir tendance à aller dans ce sens-là. C'est un petit peu le raisonnement derrière cette classification. Et puis, finalement, par rapport à l'insécurité linguistique des EV à Plaou, bon, déjà, ça, c'est dans la littérature. Je n'ai pas fait une enquête directe sur l'insécurité linguistique. J'ai vu des preuves et des indices de cela sur le terrain, mais c'est dans la littérature qu'on peut lire que les EV sont en situation d'insécurité linguistique. Et franchement, je suis moi-même EV. Je sais que pendant toute mon enfance et mon adolescence, je ne voulais pas parler EV, je ne voulais pas qu'on sache que j'étais de famille EV. Et Domenio, qui est ici avec nous en classe, nous disait aussi comment on se moquait d'elle parce que son nom était EV. Nous savons que les EV au Ghana ne sont pas vraiment, n'ont pas l'occasion d'être bien fiers de leur langue et de leur, etc. Mais bien sûr, à part ce fait anecdotique, il y a aussi les enquêtes, les recherches qui tendent à confirmer cette tendance. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est une autre histoire, parce que c'est vraiment une situation grave. Vu comment les choses vont, par exemple, les Ashanti, les Akans au Ghana font beaucoup d'efforts pour promouvoir leur langue. Il y a des films indiens qui sont traduits en Ashanti, il y a des radios, il y a des télévisions, il y a beaucoup de manifestations des choses qui se font en langue Ashanti, en langue Twi. Eh bien, il faudrait peut-être mettre en place une petite académie de la langue EV, de manière à pouvoir promouvoir culturellement la langue et la culture EV. Peut-être permettre aux EV du Ghana de rejoindre un petit peu culturellement, hein, pas politiquement, de rejoindre peut-être un petit peu les EV du Togo, créer une espèce d'académie ou de territoires régional EV où on pourrait promouvoir la langue, écrire des livres, faire des films, la musique, etc. Il faut dire qu'au Togo, à Lomé, le son des EV de l'autre côté de la frontière est complètement différente de ce qui se passe ici au Ghana. Justement parce que là-bas, les Mina, les Gbin, les EV sont en position de domination par rapport aux autres. Et donc, leur situation est complètement différente par rapport aux EV du Ghana qui sont, eux, en situation de dominer. Et c'est intéressant comme phénomène à étudier aussi. Merci. Merci beaucoup. Et puis, j'ai vu la main de mademoiselle Domenio en Angleterre et puis Ohini Twabwenji. S'il vous plaît,
Posez vos questions en même temps parce qu'il ne nous reste pas le temps. Et après, répondre et puis on prend fin à cette réunion. OK. Donc, Domenyo d'abord et puis on finit. OK. Bonjour. Merci, Dr. Nutako. J'ai beaucoup apprécié votre travail parce que ce sont des choses que moi-même j'ai vécues. Et je voulais juste dire ça parce que à Kumasi, c'est vraiment les business. Il faut apprendre à faire les business à un âge très tôt. C'est pas l'école. J'ai vécu quelque chose. Je me rappelle d'un jour, je suis allée à Cultural Center pour un programme comme ça. Et le monsieur était en train de parler anglais. Un homme s'est levé, il a dit, excusez-moi, je vais parler. Il a dit, Masa Tinase, il y a pas si un fan qui est co-investi. Il a dit, vous voyez, il a dit, monsieur, asseyez-vous, on ne veut pas apprendre l'anglais ici, on ne veut pas parler l'anglais ici. Et tout le monde a commencé à applaudir, vous voyez, donc je pense que c'est un peu comme ça. Et pour nous, les éveils, c'est vraiment l'éducation, parce que dès l'enfance, on dit, vous n'avez pas l'or, vous n'avez pas la tête, donc vous êtes obligé de travailler. Donc, j'ai vraiment apprécié votre travail. Merci. Oui, merci pour ce témoignage. Oui, bonjour. Allez-y, oui, bonjour, Doc. Oui, bonjour. Oui, je veux bien remercier. Oui, je veux bien remercier Dr. Nutako pour cette présentation compréhensive et pertinente. Et ma question est que, est-ce qu'il y aura un trait ou bien une semblance entre vos observations et ce qui se passe dans le monde entier? Vous avez bien remarqué que les Ashantis, ils sont vraiment puissants. Ils se croient puissants au niveau économique et culturel, jusqu'à ce point qu'ils pensent qu'ils n'ont pas besoin d'apprendre ou bien d'aller à l'école ou bien d'apprendre une autre langue. Alors, si on fait une comparaison entre ce qui se passe ici au Ghana et puis ce qui se passe dans le monde entier, est-ce qu'on peut dire que, bon, pour que l'Amérique et puis la Chine et puis les autres économiques vraiment puissants, parce qu'ils sont très puissants au niveau économique, c'est pour la raison pour laquelle nous aussi, on veut apprendre leur langue. Est-ce qu'il y a ces traits et puis cette semblance? Je voudrais savoir. Merci. OK. Est-ce qu'on veut apprendre les langues? Vous savez, les Ashantis ne veulent pas apprendre l'anglais, même si les Américains sont puissants, parce qu'eux-mêmes se croient puissants. En tout cas, par rapport à l'enquête que j'ai faite et à ce qu'on peut lire. Maintenant, on sait aussi que la puissance d'une culture et de sa langue peut être déterminée par la puissance économique et aussi militaire de ce peuple-là. Donc, Rome avec les latins, l'Amérique avec l'anglais, les Anglais eux-mêmes, etc. C'est bien sûr par la puissance militaro-économique de leur pays, de leur système, qu'ils ont pu imposer ces langues-là de par le monde. En fait, ces langues-là, ce n'est pas comme si on était là et puis on a dit, bon, ces gens-là sont puissants, on veut aller commercer avec eux, donc on va aller apprendre leur langue. Ils sont venus imposer ces langues sur nous. Donc, ce n'était pas un choix, c'était ni intégratif, ni instrumental, c'était autre chose. On nous a imposé la langue purement et simplement. Il faudrait qu'on trouve une nouvelle appellation pour cette façon d'adopter une langue, c'est de l'imposition. Par contre, si on regarde les Ashantis, et en tout cas, à l'intérieur du Ghana, les Ashantis ne sont pas forcément partis imposer leur langue, quoique, puisque je disais aussi qu'ils ont conquis du monde, mais à cause de la puissance économique de leur situation, d'autres peuples, notamment du Nord par exemple, sont obligés de venir dans leur territoire pour travailler, pour chercher du travail. Et donc, quand vous venez là-bas, soit pour travailler, soit pour acheter des choses sur le marché, soit pour, etc., eh bien, c'est vous qui venez chez quelqu'un. Donc, vous devez apprendre sa langue. C'est comme ça que la langue ashanti a commencé à être une langue, la lingua franca du Ghana. Parce que les autres avaient besoin d'aller vers eux et d'aller commercer avec eux. Les Ashantis eux-mêmes n'avaient pas vraiment besoin d'aller loin. Et souvent, on voit que ce n'est pas un peuple qui voyage beaucoup, sans généraliser, mais c'est plutôt des autres ethnies qui s'approchent d'eux. Et arrivé là, on doit apprendre leur langue. Du coup, après,
quand eux voyagent, quand les Ashantis voyagent, bon, ils ne prennent pas la peine non plus d'apprendre la langue des autres, étant donné que, bon, ils ont cette richesse, ils ont ce pouvoir qui est déjà sur place, etc. Bon, c'est une question intéressante, c'est à fouiller un peu plus pour donner des précisions plus claires. Merci beaucoup. Merci, docteur. Merci beaucoup, docteur. C'est maintenant 14h31. On aurait dû terminer à 14h20. Alors, on ne peut plus prendre d'autres questions. Mais je tiens à vous remercier d'avoir commencé ce séminaire pour nous. Et nous comptons en organiser peut-être toutes les 2 semaines, et si c'est possible. Il y aura des communications des enseignants du département de français et de langue moderne, des langues vivantes, mais aussi on aura des gens invités des autres universités, comme on a eu le docteur Sambou pour nos séminaires ce matin, par exemple. Alors, je vous invite, chers collègues, chers étudiants, d'y participer pleinement. Moi, je pense que c'est vraiment lors de séminaires comme ça qu'on apprenne aussi d'autres aspects de notre propre recherche. On a des idées à poursuivre pour notre recherche. Et puis, on apprend à communiquer de manière académique. Alors, venez participer pleinement, poser des questions sans crainte parce qu'on est tous chercheurs. Alors, je vous souhaite tous un bon week-end et je remercie surtout le docteur Kaiser d'avoir organisé ce séminaire. Donc, on se verra bientôt, j'espère. Docteur Kaiser, si vous avez des annonces à faire. Oui, merci beaucoup, docteur Tchatchou, et merci, docteur Ntako, pour la présentation et la modération aussi. Donc, chers étudiants, la semaine prochaine, c'est votre tour. Je vous ai déjà annoncé ceux qui vont nous présenter leur travail. Rachidi, Rukeya, Sefakor et Timothy. Et jusqu'ici, c'est Timothy qui m'a fait parvenir son sujet. Et les autres, je vous ai donné jusqu'au 22 ou bien 24 comme ça, de février. Et j'attends toujours jusqu'à lundi. Donc, faites tout pour être présent, pour participer à ces séminaires. Merci beaucoup et bon week-end à tout le monde. OK, merci beaucoup à tous. OK, au revoir. Au revoir. Au revoir.